c'est une maladie sur laquelle on apprend tous les jours, avec cette petite lueur d'espoir esquissée ce matin dans la presse par Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. On va citer ses propos. La France peut encore éviter le confinement si tout le monde se mobilise, nous disait-il. Et il ajoute, le gouvernement a pris des mesures de freinage fortes, en particulier avec le couvre-feu. Ce dernier fonctionne très bien. Est-ce que vous partagez cette analyse et cet optimisme, à savoir que le confinement national est évitable? On reviendra dans quelques instants aux mesures qui ont été prises localement. Oui, le confinement national est évitable. La question qui se pose, c'est quel est le prix payé pour éviter le confinement national? Parce qu'il n'y a pas de reprise épidémique, on va dire, explosive. On a l'impression que tout va à peu près bien et qu'en effet, on va éviter dans la sérénité le confinement. Mais c'est un trompe-l'œil. Oui, c'est en partie un trompe-l'œil. Et celui qui vous parle là, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai répondu présent lorsque vous m'avez invité, c'est donc, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le président de la Ligue nationale contre le cancer et qui est en charge des près de 4 millions de personnes qui vivent ayant un cancer dans ce pays et qui ont énormément souffert comme victimes collatérales. Eh bien, cela se poursuit et les pertes de chance se multiplient. Ce qui se passe aujourd'hui... On s'y habitue trop et qu'on l'oublie, oublie qu'il y a tous les jours... Il faudrait, si vous voulez bien, excusez-moi, spécifier la situation. Allez-y. Le taux d'incidence en France... Il est en moyenne de 220-230. Il doit avoir atteint 350 en région Île-de-France. Évidemment, vous voyez bien que l'Allemagne essaye, elle est à 50-60, elle a de la difficulté à passer vraiment la barrière, elle essaye absolument de s'y maintenir. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'Allemagne a fermé la frontière avec la Moselle, comme elle l'a fait avec la Tchécoslovaquie. La situation en France, par rapport à nos voisins, est une situation qui n'a pas connu un pic très important parce qu'on avait confiné au mois de novembre, c'est-à-dire plus tôt que nos voisins, mais aujourd'hui, le plateau élevé que nous avons est un plateau qui comporte 25 000 hospitalisations, des plans blancs dans tous les hôpitaux, 3500, 3450, 3500 personnes en réanimation. Et par exemple, tous les parcours de soins sont perturbés. Et vous dites on ne pourra pas continuer comme ça. C'est pas tenable. On pourra continuer comme cela. Non, on pourra continuer comme cela. Mais et le problème, c'est le prix à payer. Mais quand vous dites le prix à payer, soyons très clairs, Axel Kahn, vous rappelez que vous représentez d'une certaine manière aussi tous ceux qui sont atteints de cancer en France. Ça veut dire que le prix à payer, c'est aussi des gens qui ne sont pas diagnostiqués, pas soignés et qui peut-être mourront également de ces pathologies? Oui, on a maintenant des chiffres qui sont, on va dire, assez exacts et qui nous permettent de projeter sur ces dégâts collatéraux. En 2020, il y a eu 20% des cancers qui n'ont pas été diagnostiqués. Or, on diagnostique 400 000 cancers tous les ans. Donc, vous voyez, 80 000. Et ça continue. Aujourd'hui, je vous ai parlé des déprogrammations, les plans blancs, mais il faut y ajouter, c'est important, les contaminations nosocomiales dans les hôpitaux et aussi la peur qu'ont effectivement les personnes à aller à l'hôpital pour passer un examen, pour se faire diagnostiquer, parce qu'ils savent qu'il y a des foyers infectieux chez les soignants. Le risque d'attraper le Covid à l'hôpital. Voilà. Et donc, à l'arrivée, ces retards se poursuivent. Je ne sais pas à combien on est, peut-être 90 000, 95 000 retards de diagnostic. Or, on connaît le coût à payer de cela. Des Anglais ont publié au mois de novembre, autant que je me le rappelle, en automne en tout cas, ont indiqué que par mois de retard de prise en charge d'un cancer, par exemple, de diagnostic et de traitement, il y a une aggravation du pronostic de 10%. Nous, à la Ligue, on a vu que les retards moyens étaient de 3 mois. Imaginons qu'il y ait 90 000 retards de diagnostic. Donc cela signifie, on parle d'aggravation des risques, comme la mortalité est de l'ordre, malheureusement, sur ces 95 personnes diagnostiquées, serait de 43 000, 45 000, par mois de retard. Cela veut dire qu'il y a une surmortalité de 4 000 personnes. C'est-à-dire qu'en plus des chiffres du Covid qu'on voit aujourd'hui tous les jours et des décès... Il y a des milliers de personnes, qui mourront du cancer, qui n'auraient pas dû mourir. C'est la raison pour laquelle
je n'ai pas la même sérénité que certains en disant tout va bien. Non, en réalité, la situation reste très tendue Alors, revenons et extrêmement à difficile, Axel Kahn. notamment pour certaines personnes. Revenons à ce que disait également le Premier ministre, pas plus tard qu'hier, via ce tweet. Il nous disait: la question n'est pas d'être pour ou contre le confinement, mais de tout faire pour l'éviter. Il y a des règles qui sont édictées, on l'évoquait tout à l'heure. Et il y a en même temps la nécessité pour les Français de continuer à vivre. Tout à l'heure encore, sur les quais de Seine à Paris, il y a une demi-heure, il y avait encore beaucoup de monde. Ce sont des images qui interpellent. On voit également les forces de l'ordre effectuer des contrôles juste avant que le couvre-feu entre en vigueur à 18h. Éviter le confinement, ça tiendra à quoi, Axel Kahn? Ça tiendra au bon respect des mesures actuelles, ou il faudra, de votre point de vue, forcément prendre de nouvelles mesures, des mesures plus dures peut-être? Non, mais Adrien Gindre, éviter le confinement. Mais Oui. soyons sérieux, soyons raisonnables. On a un couvre-feu à 18h. Il y a 20 départements, dont la région Île-de-France, qui sont à risque Et que c'est en surveillance renforcée. absolument d'un couvre-feu généralisé, c'est-à-dire d'un confinement le week-end. Le week-end. Mais je suis désolé, c'est la punition maximale. C'est-à-dire que les personnes, elles travaillent, et puis il y a le couvre-feu à 18h, donc de toute façon, elles peuvent rien faire. Et le week-end, il y a un lockdown, il y a un confinement. Fermeture. Si c'est ça, effectivement, que l'on considère comme des mesures relativement apaisantes pour éviter le confinement généralisé, simplement je souris, car je suis content. Le gouvernement, évidemment, n'est pas du tout inactif. Il prend des mesures importantes, Mais ce sont des bonnes ou des mauvaises insuffisantes mesures? pour faire baisser à l'heure actuelle le plateau. On se maintient en plateau. Le gouvernement attend la protection de la vaccination. Et il a raison. Comme vous le savez, j'ai beaucoup milité moi-même pour hâter la vaccination. C'est très important. Mais on ne peut pas vacciner plus vite qu'on a de doses. Et il faut attendre encore au moins 2 mois qu'il y ait une protection significative. On peut attendre, Axel Kahn, 2 mois. Karine Lacombe, par exemple, disait il y a quelques jours, en avril, on aura énormément de vaccins. Voilà, etc. absolument. Ça sera l'élément important. Et donc, en effet, on peut attendre cette période sans un confinement généralisé, mais pas sans mesures. Et certaines de ces mesures sont extrêmement contraignantes, Mais ça vous fait pénalisantes. sourire, ça vous fait sourire presque, vous dites. Et d'autre part, avec un prix à payer que personnellement, j'aurais préféré ne pas payer, notamment pour les personnes dont je m'occupe particulièrement, les personnes atteintes de cancer. Vous disiez à l'instant, ça me fait sourire. Quand vous voyez par exemple qu'à Toulouse, qui n'est même pas dans la liste des 20 départements en vigilance renforcée, on a décidé d'ores et déjà de fermer certains lieux, les berges de la ville, pour le coup, pour éviter les rassemblements. Vous dites en fait, en réalité, on n'est pas en confinement officiellement, mais on a des mesures qui sont très contraignantes. Et le problème, bon, à l'heure actuelle, c'est très difficile. C'est-à-dire que je n'attaque pas la position du gouvernement. Ce que je regrette, je n'attaque pas du tout parce que je n'ai absolument pas apporté un jugement politique. Et donc, un confinement, c'est un jugement politique. Mais simplement, pour qu'on ne m'accuse pas, éventuellement, de contredire le Premier ministre, le Président de la République. Rappelez-vous, Adrien Gindre, quelle était leur position fin octobre? Ils disaient, on va confiner en novembre, de telle sorte que les contaminations, le flux de circulation virale s'effondre, et quand on sera à 5000 et en dessous contaminations par jour, eh ben, on va Et on n'y est jamais arrivé. Malheureusement, ça n'est pas arrivé, et puis on a été obligé de déconfiner parce qu'il y avait toute l'activité de Noël. On a eu raison, mais simplement, la plupart des gens, moi comme les autres, la plupart des gens, nous pensions que les fêtes finies, on allait terminer le travail. On allait terminer le travail. On ne l'a pas fait. Je vous dis, on va attendre la vaccination et il faut vacciner de toutes nos forces. Mais si on attendait la vaccination à un taux d'incidence de l'ordre de 50, 60, comme les Allemands, moins de 5000 contaminations par jour, eh bien le prix à payer serait bien moindre, notamment pour les malades dont je suis le porte-parole, les personnes malades de cancer. Allons au bout de cette logique, Axel Kahn. Est-ce que vous faites partie de ceux Cette qui logique disent... est assez logique. Oui, non, justement, je vais encore plus loin dans votre réflexion. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'il faut adopter, comme certains pays, ce qu'on appelle la stratégie zéro Covid? J'explique juste pour nos téléspectateurs. Par exemple, à Auckland, en Nouvelle-Zélande, il y a quelques cas qui viennent de réapparaître et on confine pour au moins 7 jours près de 2 millions de personnes à Auckland. Est-ce qu'il faut aller jusque-là dans la logique pour se dire on fait vraiment baisser
Je ne vais pas répondre à votre question, mais je vais répondre à une question que vous n'avez pas posée. Ah bah, écoutez, je vais vous laisser, vous me direz quand l'émission est terminée. Je explique. Il n'y a pas photo. La bonne politique contre la Covid, c'est la stratégie zéro Covid. Quand je dis zéro Covid, c'est évidemment une tentative. C'est-à-dire, on fait tout pour éradiquer le virus. On refuse de biaiser avec le virus, de vivre avec le virus. Dès qu'il y a à nouveau des envahisseurs, dès qu'il y a des espions qui font des infiltrations, eh bien, on les écrase. Et éventuellement, effectivement, on confine une ville entière de plusieurs millions d'habitants. Ça s'est passé en Nouvelle-Zélande, ça s'est passé en Australie, ça s'est passé en Asie, dans tous les pays, sauf l'Inde. Il y a 1,7 million personnes qui ont adopté cette stratégie, mais dans ces pays, on va à l'école, on va à l'université, l'économie a repris, on danse sans masque à Wuhan, il n'y a pas photo. C'était la bonne stratégie. C'était la bonne stratégie. Maintenant, c'est un peu tard. Hein. Soit des dictatures, soit des îles. Parce qu'en fait, on prend l'exemple de la Nouvelle-Zélande ou de l'Australie. La Nouvelle-Zélande n'est pas vraiment une dictature. L'Australie n'est pas vraiment une dictature. Taipei n'est pas vraiment une dictature. Ou les îles. Il se trouve que quand on est une île, il y a quand même une vérité géographique. Ah, vous savez, la Thaïlande n'est pas vraiment une île. La Thaïlande n'est pas une île, le Vietnam n'est pas une île, la Corée n'est pas une île. Oui, on aurait pu le faire. Et non seulement on aurait pu le faire, mais là aussi un peu tardivement. À l'heure actuelle, Mme Merkel est très tentée par cette stratégie. Et la raison pour laquelle il y a déjà des petites tensions avec la politique différentielle en Allemagne et en France, c'est que l'Allemagne aimerait maintenant ne plus biaiser avec la circulation virale. Je pense que c'est assez sage. Mais maintenant, vous avez raison. C'est pour ça que je disais, je ne vais pas répondre à votre question. Maintenant, c'est un peu compliqué, un peu dur. Il y a un aspect psychologique, Axel Kahn, pardonnez-moi, c'est qu'il y a des Français pleins de bonne volonté, mais qui aussi, pour dire les choses simplement, en ont ras-le-bol et sont à saturation des couvre-feux à 18h, des confinements le week-end, d'attendre de savoir si on va être reconfiné nationalement ou pas. Jean Castex, cette semaine, a évoqué un horizon, je vais le citer encore une fois. Il nous promet, cette épidémie, nous en verrons le bout. La progression de la campagne vaccinale, vous en parliez vous-même un instant, nous permet de nous fixer un cap, la fin du printemps. À cet horizon, la protection des plus vulnérables devrait nous permettre de réduire les effets de cette épidémie sur la population tout entière. Mais c'est encore très long. Sur un calendrier, à la fin du printemps, c'est très long. C'est le mois de juin. Alors, tout d'abord, je ne méconnais nullement le poids psychologique, le poids économique, le poids pédagogique de ces restrictions et de la Covid. Mais simplement, je crois que ce qui est le plus pénible psychologiquement pour les personnes, c'est de ne pas voir le bout, de n'avoir pas de perspective de sortie. Exactement. C'est ce qu'aujourd'hui, un grand journal allemand indiquait. Curieusement, la France a changé sa vision par rapport à ce qu'elle était au printemps dernier. Elle n'a pas un scénario clair de sortie de crise. Et il faut bien le dire. Et moi, il me semble, peut-être je peux me tromper, mais il me semble que le poids psychologique, parfois le poids psychiatrique, le poids économique, les économistes l'ont dit, de cette incertitude, avec des contraintes qui sont très fortes, qui peuvent à la limite être uniquement travailler et ensuite être confiné. De loin, le pire de tout. Un peu métro boulot dodo. Et bien pire qu'un effort ramassé dans le temps qui aurait permis de baisser beaucoup la circulation virale. Et à l'heure actuelle, avec le nombre de tests que l'on fait, avec les gens qui sont mobilisés pour tracer, pour dépister, tracer, isoler, protéger, etc., on pouvait tenir le résultat à un bas niveau de circulation virale et là, attendre dans une plus grande sérénité la vaccination. Et on ne l'a pas fait parce qu'on a manqué de courage, Axel Kahn ? Je ne sais pas, je sais que c'est très difficile, c'est la raison pour laquelle je me garderais bien, si vous voulez, d'être un critique d'une décision politique. C'est extraordinairement difficile. Mais le médecin et le scientifique qui regarde les comparaisons internationales, qui voit quel est le prix à payer dans mon pays, il eût préféré que la politique ait été différente. Là, on a rappelé qu'il y avait, on le disait à l'instant, des endroits où on durcit les mesures quand la situation se dégrade sur le plan sanitaire. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'on pourrait un peu lever le pied pour apprendre à vivre avec ce virus ? C'est une autre philosophie. Il y a des députés, par exemple, qui aujourd'hui ont fait une tribune en disant on a bien des cantines qui sont ouvertes dans les entreprises, pourquoi ne pas rouvrir les restaurants le midi pour permettre à des salariés de se restaurer ? Si on fait ça, Axel Kahn, avec des protocoles, avec de la distance, est-ce que c'est complètement inenvisageable ? Rien n'est inenvisageable. Mon sentiment, comme je vous l'ai dit, et toute l'expérience du monde depuis un an en témoigne,
c'est qu'on ne peut pas vivre bien avec le virus. La seule politique raisonnable et correcte est d'essayer de vivre avec aussi peu de virus que possible. Quand je dis zéro Covid, c'est aussi peu de virus que possible. Aujourd'hui, on est à une très importante circulation virale. Les chiffres de contamination sont aux alentours de 23 000, 25 000 contaminations. Mais il y a moins de tests. Et ce qui est important, c'est le taux de positivité, le pourcentage de positivité. Il a augmenté, il était descendu autour de 5. Il était à 7,2, il n'est pas loin de 8%. Ça veut dire que 8% des tests sont positifs. À l'heure actuelle, la circulation virale, elle s'accroît. Et que voulez-vous, je crois que l'on peut toujours vivre. D'ailleurs, on peut même ne rien faire du tout. Les gens, ils comprennent des fois pas ça. Si on ne fait rien du tout, il y a une caractéristique de n'importe quelle épidémie. Courir le virus. Il y a un pic épidémique, et les pics épidémiques, même quand on ne fait rien, ils finissent toujours par retomber. Donc, la seule question, c'est quel est le prix à payer en morts, en retard de traitement pour les autres personnes, en pénalisation de l'économie, en troubles psychologiques et en retard universitaire et scolaire. Vous dites traitement, là il y a les traitements pour les autres maladies, il y a la question quand même des traitements pour le Covid. Vous avez fait allusion à plusieurs reprises à la vaccination, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on espère, c'est ce qui va advenir. Mais il y a les traitements, le gouvernement cette semaine évoquait les traitements par anticorps monoclonaux, dont l'efficacité est encore contestée, qu'on va utiliser de manière un petit peu plus systématique en mars. Bon, on précise pour les patients de plus de 80 ans ou immunodéprimés, c'est quand même dans des circonstances et des protocoles très précis. Est-ce que vous pensez qu'on peut attendre quelque chose de ces traitements Écoutez, on verra bien, mais les éléments dont on dispose ne permettent pas d'être très optimiste. C'est-à-dire que, globalement, je ne vous dirais pas qu'il est démontré que ces médicaments sont efficaces. Mais vous avez raison de parler du traitement. Parce que parlons d'autres maladies virales. Parlons de deux qui sont redoutables. Le sida et l'hépatite C. On connaît mieux le sida que l'hépatite C. On ne vaccine pas contre le sida. C'est absolument redoutable. Ce qui a permis de transformer le pronostic et l'histoire naturelle de ces maladies virales, ce sont des médicaments. C'est plus difficile de trouver un médicament contre les virus que contre les bactéries. Mais évidemment, l'exemple du sida, l'exemple de l'herpès, l'exemple de l'hépatite C montrent que c'est possible. Donc, évidemment, parallèlement à la vaccination, il faut que l'on hâte la recherche thérapeutique. Et puis, il faut que l'on prépare évidemment le coup d'après, parce que aujourd'hui, le variant dit anglais est plus infectieux, nettement. C'est lui qui explique sans doute l'augmentation du taux d'incidence et du pourcentage de positivité, mais il est bien, on va dire, tenu en respect par l'immunité, par les anticorps d'une maladie antérieure, aussi bien que la vaccination. Les autres variants que l'on appelle, parce qu'ils sont apparus là-bas, sud-africains et brésiliens, non, ils sont beaucoup moins bien reconnus. Et donc, comme on est à un taux de circulation virale élevé, en plus, et ça c'est une mauvaise action, pas politique, mais une mauvaise action sanitaire, on favorise beaucoup, naturellement, l'implantation de ces virus qui sont résistants à l'immunité antérieure et qui attendent de créer, on va dire, l'histoire d'après, mais une histoire d'après virale. Alors, l'histoire d'après, tout court, j'ai été interpellé par ce que vous disiez à nos camarades du Monde hier. Je vais reprendre cette citation et que vous nous l'explicitiez. Vous nous disiez « La notion de monde d'après m'a toujours semblé une vaste pantalonnade intellectuelle. Le monde d'après sera sans doute différent du monde d'avant, mais en tout état de cause, il n'y a aucune chance qu'il soit mieux. Faisons en sorte qu'il ne soit pas trop pire. » C'est très très sombre, Axel Kahn. Il faut avoir le moral bien accroché. Non, c'est pas sombre. Je crois que c'est réaliste. Mais d'abord, il y a une irritation. Bon, j'aime bien les intellectuels, je crois que Votre irritation. Voilà, je crois que je suis un intellectuel. Mais vous vous rappelez, au moment de la première vague, on a vu des quantités tout à fait considérables de déclarations, d'écrits, etc., sur un monde d'après qui tiendrait compte de toutes les erreurs, de tous les défauts, de toutes les insuffisances du monde d'avant, qui serait plus fraternel, qui serait plus écologiste, etc., etc. Et honnêtement, ça n'avait ni queue ni tête. Qu'est-ce que l'on voit? C'est que cette pandémie, elle a été considérablement favorable à la Chine, dont vous avez rappelé vous-même, et c'est vrai, que c'est une dictature. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a eu un extraordinaire renforcement de la puissance d'une dictature impitoyable. Et par ailleurs, ça a été le chacun pour soi. Ça le reste au niveau des frontières.
L'évolution, les gens, ils veulent fuir les villes, on comprend bien, être à la campagne, mais d'un point de vue écologiste, pour qu'il y ait le moins d'emprise sur le territoire. Évidemment, l'habitat concentré est bien meilleur. C'est-à-dire que les conséquences écologiques de cette proportion des gens à se disperser n'est pas bonne, parce qu'ils se dispersent, évidemment, en concurrence avec la nature sauvage ou agricole. C'est-à-dire que cette idée-là, elle était simplement faible, elle était éventuellement puérile, elle était faible. C'est ça l'irritation. Et voilà, on voit très bien les tensions supplémentaires, mais on va se battre de toutes nos forces pour que ça ne soit pas pire. C'est déjà pas mal. Un tout dernier mot, Axel Kahn, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que ce monde d'après, c'est également un monde qui sera sous pandémie? On s'est livré à un petit recensement depuis le début des années 2000. Il y a déjà eu 6 pandémies, alors de gravité diverses. Hein, on les voit à l'écran. Bien évidemment, aucune n'a atteint la gravité d'aujourd'hui, fort heureusement. Est-ce que c'est ça aussi notre avenir désormais? Est-ce que notre avenir, c'est un avenir fait de virus et de circulation? Il ne faut pas dire désormais, il y a toujours des pandémies. Et pas plus aujourd'hui qu'avant. Rappelez-vous, au XXe siècle, oui. On a eu donc la grippe espagnole, on a eu le sida, on a eu la grippe asiatique, on a eu la grippe de Hong Kong, et puis quelques-unes, il y a eu l'Ebola aussi, etc., etc. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que les virus sont apparus avec la vie, et qu'un monde sans pandémie est impossible. C'est impossible. En réalité, on va dire l'illusion, la bonne conscience des personnes, c'était parce qu'il n'y avait pas de pandémie virale depuis 50 ans. Ce qui était exceptionnel, c'est-à-dire depuis la grippe de Hong Kong de 1967-1968. Mais il y aura, et là encore, c'est ridicule. Il faut maintenant qu'on se mette dans l'idée qu'il y aura des pandémies. Et oui, évidemment, il y aura des pandémies, je vous confirme. Merci beaucoup, Axel Kahn, encore une fois, d'avoir accepté notre invitation. On aura besoin de cette fameuse résilience dont on parlera dans quelques instants avec le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Vous, on vous retrouve très bientôt sur LCI, puisque vous nous ferez la gentillesse de revenir dans le 20h de LCI avec Elisabeth Martichoux à l'occasion de la sortie de votre livre « Et le bien dans tout ça » qui paraît chez Stock dans quelques jours. Merci encore. On va maintenant tout de suite filer en direction de Nice, retrouver Éric Ciotti qui nous attend, député Les Républicains